diffusée en direct sur la page Facebook de la Fédération. Donc, vous pouvez la partager à vos amis pour qu'ils puissent l'écouter en direct. Et aussi, vous voyez, je porte un petit carré bleu. Donc, ça, c'est suite à la présentation du documentaire Ma cité évincée, donc qui a été présenté à Châteauguay. On a eu l'idée, la CDC de Châteauguay, de partir le mouvement des petits carrés bleus qui sont découpés dans une bâche bleue qui est vraiment pas le symptôme, mais oui, ça pourrait être le symptôme, le symbole de cette crise du logement, de cette crise de l'itinérance qui sévit en ce moment. Donc, je vous invite à le porter, à le propager, puis c'est pas compliqué, un petit bout de bâche bleue qui traîne chez vous, puis vous pouvez faire connaître le mouvement. Bonjour à vous trois. Merci beaucoup de votre présence. Donc, un immense merci d'avoir accepté notre invitation dans votre horaire chargé. Vous faites partie d'une nouvelle génération d'élus qui assure un leadership vis-à-vis la crise du logement, l'itinérance, alors qu'avant, la Fédération et ses membres devaient convaincre les élus qui avaient des besoins en logement, qui avaient une crise du logement. Et puis là, depuis 2021, on peut compter sur vous pour assurer un leadership dans ce domaine. Donc, c'est pour ça qu'on vous a invité ici aujourd'hui. Puis, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de débuter, je vais vous présenter tous les trois, un peu à la manière d'Anne-Marie Dussault. Donc, sans dire votre date de fête, personne. Je vais commencer par vous, M. Guertin, donc Marc-André Guertin, maire de Saint-Hilaire. Avant d'être élu à la ville de Mont-Saint-Hilaire en 2021, vous avez œuvré principalement dans des organisations sans but lucratif de préservation du territoire et de la biodiversité ou comme consultant en aménagement du territoire et de protection de milieux naturels, qui est aussi souvent géré par des organismes sans but lucratif. Depuis votre élection à la mairie, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Office régional d'habitation de la vallée du Richelieu et président de l'unique OSBL de Saint-Hilaire, Habitat Vermeil. Votre municipalité prévoit adopter un plan d'habitation et abordabilité que vous allez publier en juin, je pense. C'est ça? On peut en parler. C'est bien ça. Parfait. Madame Catherine Fournier, vous avez été députée de la circonscription de Marie-Victorin de 2016 à 2021 et porte-parole de l'opposition officielle en habitation. Vous avez été élue à la mairie de Longueuil en 2021 en mettant l'enjeu du logement au cœur de votre campagne. Et en 2022, vous avez donné le ton à la campagne électorale provinciale en organisant avec le maire de Laval, donc Parfait, merci beaucoup d'être venu à ma rescousse. Donc, sommet sur l'habitation en août 2022. Le 11 décembre 2023, vous avez dévoilé la stratégie d'habitation de Longueuil qui vise, entre autres, à terme, un seuil de 20 % de logements sans but lucratif. Comme partout au Québec, votre municipalité est touchée gravement par la crise du logement, entre autres avec l'apparition de campements de personnes itinérantes. Madame Julie Bourdon, mairesse de Granby, donc, avant d'être élue à la mairie en 2021, vous étiez conseillère municipale de 2016 à 2021. Et puis, de 2012 à 2016, vous avez travaillé comme directrice générale des cuisines collectives, entre autres, et vous avez été impliquée dans plusieurs organisations, dont le mouvement étudiant, le C3S de la Haute-Yamaska et Commerce Tourisme Granby. Votre municipalité est touchée de façon majeure par la crise du logement, entre autres avec une augmentation, je pense que c'est un record au Québec, pour les 4,5 disponibles sur le marché depuis 2 ans. Il y a une augmentation de 72 % du prix affiché et pour les 3,5 et les 5,5 de plus de 50 % également. Plusieurs campements se sont installés durant les 2 derniers étés dans votre municipalité. En novembre, la municipalité a réuni plusieurs partenaires dans un forum sur l'itinérance qui a permis l'adoption d'un plan d'action municipal sur l'itinérance. Puis je débuterai avec vous. On est dans votre municipalité. Donc, pouvez-vous nous parler de votre plan d'action, du partenariat de la municipalité avec les OSBL en hébergement, les organismes communautaires face à la problématique de l'itinérance? Bien, merci beaucoup et bienvenue à Granby tout le monde. Vraiment contente de pouvoir vous recevoir pour votre assemblée générale. Et en fait, oui, effectivement, donc on a lancé notre plan d'action au niveau de l'itinérance et
nos organismes sont venus participer. Nos organismes, il y en a qui sont membres chez vous. Là, on pense au passant, nos organismes d'hébergement d'urgence, entre elles, etc. Ils sont partenaires avec la Ville, bien entendu, parce que ce n'est pas nous, comme municipalité, qui peut venir à bout de l'itinérance, on l'a toujours mentionné. Ce plan-là venait aussi servir à venir déterminer les responsabilités de chacun. Donc oui, la Ville a certaines responsabilités au niveau de la sécurité, au niveau de la gestion du territoire, mais au niveau de l'hébergement, on travaille avec les organismes communautaires, on travaille aussi au niveau avec nos organismes avec travail de rue qui viennent intervenir, avec le CIUS également, qui ont une très grande responsabilité au niveau de l'itinérance également, et avec le gouvernement du Québec pour la mise en place d'une halte-répit, d'un refuge avec des organismes communautaires. Donc, le plan, on a différentes actions, mais 6 priorités. À Granby, peut-être juste pour mentionner, l'itinérance demeure visible, hein, on s'entend, demeure assez nouvelle depuis les dernières années. Avant, on a eu depuis comme dans plusieurs municipalités, de l'itinérance invisible, donc des gens qui se promènent de sofa à sofa, qui couchent un petit peu partout chez les gens. Là, on a des campements, l'apparition de campements. On avait mis en place des lieux de tolérance. Cette année, on a décidé de changer de stratégie, étant donné que ce n'était pas la meilleure solution. Donc, avec le plan d'action... C'est correct. Oui. Donc, vous voulez encore m'entendre, ça va aller. Avec le plan d'action qu'on a mis en place, on a vraiment regardé beaucoup au niveau de l'hébergement sont nos trous de service. Donc, comme j'ai mentionné, on n'a pas de refuge, on n'a pas de halte-répit, on n'a pas non plus de logement supervisé. Donc, oui, on a des hébergements d'urgence, oui, on a un hébergement au seuil de tolérance, mais par la suite, on a des PSL itinérance aussi, mais par la suite, les gens se ramassent directement dans des logements. Donc, on a certains trous de service. Donc, le plan d'action est venu dire, bon, bien, voici nos besoins, voici où on doit combler les trous de service avec les différents partenaires. Donc, on est là-dessus. C'est un plan qui est disponible sur le site web de la Ville s'il y en a qui veulent le voir également, là. Bien, merci beaucoup, Mme Fournier. Le 15 janvier dernier, vous avez publié votre plan d'action de lutte à l'itinérance. Donc, on a vu également à Longueuil, depuis quelques années, le nombre d'itinérants a augmenté de façon exponentielle. Je pense que, vous le disant, on essayait de convaincre des élus ou des services sociaux, puis on parlait d'itinérance cachée à Longueuil. Alors, vraiment, là, puis vous avez maintenant aussi des campements qui sont apparus en périphérie des refuges, entre autres. Donc, parlez-nous de votre plan d'action puis votre partenariat avec les organismes communautaires, les organismes sans but lucratif en hébergement d'urgence que vous avez à Longueuil. Effectivement, en fait, je vais rebondir sur ce que dit Julie, parce qu'on voit que les villes prennent réellement un rôle de leadership et de mobilisation dans la crise du logement, dans la crise de l'itinérance. Puis on le voit notamment avec l'adoption de plans municipaux de lutte contre l'itinérance. C'est une première chez nous à Longueuil. Je pense que c'est une première à Granby. On s'est doté d'un cadre de référence aussi pour avoir des grands principes qui guident notre action, notamment le fait de considérer les personnes en situation d'itinérance comme des citoyennes et des citoyens à part entière. Donc, ça change la façon d'interagir avec les groupes, avec les organismes. C'est important de le nommer. Et effectivement, les groupes sur notre territoire sont des réels partenaires. La Ville, pendant la pandémie, a participé à mettre sur pied un nouveau refuge d'urgence, parce qu'il faut savoir qu'on avait une seule ressource à Longueuil, parce que oui, l'itinérance était davantage cachée. Puis c'est vrai, puis la Montérégie, en fait, est une des régions qui a eu la plus grande augmentation du nombre de personnes visibles en situation d'itinérance dans les dernières années. Puis ce qui a fait en sorte que malgré la nouvelle ressource d'urgence qui a été mise sur pied depuis la COVID, nos refuges sont quand même à pleine capacité. Puis nous, on en a des ressources de deuxième étape. On travaille à en avoir davantage, à augmenter les places. On travaille notamment avec un organisme comme la Casa Bernard Hubert pour augmenter justement la capacité de l'organisme. On a des projets de logements sociaux spécifiquement destinés aux personnes à risque d'itinérance qui sont en ce moment en élaboration, puis même dont la construction va débuter imminemment dans les prochains jours. Le projet Un toit pour tous, qui est 84 unités. Mais toujours est-il que les ressources d'urgence sont de plus en plus nécessaires et elles sont à pleine capacité, ce qui fait en sorte qu'il y ait l'apparition de campements. Mais la pleine capacité des refuges n'est pas la seule raison. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer aussi la présence de campements. C'est sûr que dans les refuges, il y a des règles
notamment sur la présence d'animaux. Nous, on a constaté que c'était un facteur qui expliquait pourquoi certaines personnes choisissaient de vivre dans un campement, puis il y en aura toujours. Puis l'important, c'est d'appuyer nos services policiers, d'appuyer les services sociaux, puis de bien se coordonner sur le territoire pour apporter de l'aide à ces personnes-là, puis surtout s'assurer qu'ils soient en sécurité. Puis nous, c'est vraiment l'approche qu'on prône. Évidemment, on tente de les convaincre d'aller dans une ressource d'urgence, dans un hébergement. Mais si la Ville, par exemple, démantelait des campements pour des raisons autres qu'une atteinte à la sécurité, bien, de un, on serait à risque sur le plan juridique. On sait qu'il y a de la jurisprudence. Et évidemment, les villes sont, avec les partenaires du milieu communautaire, en train de réfléchir à la meilleure approche. Mais c'est aussi que si on démantèle un campement, bien, on voit par l'expérience que le campement veut juste aller ailleurs. Et c'est plus difficile pour les ressources d'aide de venir intervenir auprès de ces personnes-là. Alors, on est vraiment en train de changer notre approche, mais de le faire en concertation avec l'ensemble des partenaires et les personnes en situation d'itinérance qui sont impliquées dans la démarche. D'ailleurs, on organise une grande journée de réflexion très prochainement, d'ici cet été, où des personnes en situation d'itinérance vont venir participer aux ateliers. Oui. Très intéressant. Monsieur Guertin, la ville de Mont-Saint-Hilaire peut être perçue comme une municipalité cossue, où est-ce que ses habitants seraient riches. Est-ce que vous connaissez l'installation de campements? Est-ce que vous voyez la présence de personnes itinérantes visibles? Puis comment vous travaillez avec les organismes de Saint-Hilaire pour prévenir? Bien, alors oui, l'itinérance est encore un phénomène un peu caché. Il faut comprendre que peut-être au Mont-Saint-Hilaire, il y a pas mal d'endroits pour se dissimuler puis passer inaperçu. Ça nous arrive aussi l'été de prendre connaissance de campements assez élaborés qui sont aménagés à différents endroits pour passer un peu inaperçu. C'est un phénomène qui est encore anecdotique. Je suis accompagné de deux grandes dames qui représentent deux grandes villes. Alors, ma petite ville, à moi, en fait, ça nous fait prendre conscience en regardant ce que d'autres font. Comment aussi de traiter de l'itinérance, ça s'ajoute à un panier de services qui ne cesse de croître où, par souci de cohérence, on doit intervenir. Donc, pour nous, à Mont-Saint-Hilaire, bien, d'avoir des collaborateurs, nos travailleurs de milieu, je pense à l'organisme 1001 rues, mais c'est essentiel parce que ce sont nos antennes qui peuvent nous donner des signaux comme quoi il y a des trous de service ou il y a des situations qui deviennent plus aiguës. Mais juste pour casser aussi le mythe de Mont-Saint-Hilaire, ville cossue, oui, on est une belle ville, on en est très fiers, mais c'est quand même surprenant de constater que Mont-Saint-Hilaire, en fait, abrite deux réalités distinctes, c'est-à-dire la sous-unité de recensement la plus pauvre de la vallée du Richelieu et la sous-unité de recensement la plus riche de la vallée du Richelieu. Et il y a moins d'1 kilomètre entre les deux. C'est quand même dans notre ville où on offre le plus de logements sociaux de toute la MRC. Et puisque je suis aussi, oui, président d'Habitat Vermeil, un OBNL d'habitation, mais aussi président de notre Office régional d'habitation, mais c'est nous qui offrons le plus de logements sociaux de toutes les municipalités de notre MRC. Donc, ça explique, en fait, le besoin, certaines réalités, mais aussi le fait que ces réalités-là peuvent bien cohabiter si on prend soin de tout notre monde. Donc, on reste à l'affût de ce que nos autres collègues municipaux font. On apprend surtout. Mais rappelons-nous que souvent, quand on parle du monde municipal, on parle comme si c'était un ensemble homogène, mais c'est 1100 quelques municipalités, mais c'est surtout des réalités très, très différentes en fonction de la taille et de notre capacité de service. Donc, nous, on apprend dans la diversité des approches, puis surtout ajuster notre offre de service en considérant toujours que ce sont des êtres humains qui ont des histoires de vie très particulières, qui finissent par se trouver en situation d'itinérance, et que le logement est souvent le dernier maillon avant la rue. Hein. Alors, si on ne s'occupe pas de les loger, bien, c'est la rue qui les attend, malheureusement. Merci. J'aimerais ça qu'on aborde maintenant les relations de vos municipalités avec les OSBL d'habitation de logement permanent. Entre autres, à Granby, historiquement, c'est beaucoup l'Office qui a développé. Vous êtes en train de développer une stratégie d'habitation que vous allez publier à la fin de l'été, je crois. Donc, quelle est la place que vous voyez pour le logement hors marché, les OSBL d'habitation, dans votre stratégie à Granby? Bien, vous l'avez mentionné, on vit une crise de logement partout au Québec. Granby également, on est rendu quand même à 0,5 de taux d'inoccupation.
On était à 0,3 ou 0,1 il y a 2 ans. Donc, on a augmenté un petit peu. Oui, exactement. Mais malgré tout, on est en situation de crise, on ne se le cachera pas. Vous l'avez dit, au niveau des loyers, tous les nouveaux logements, il y a une augmentation de loyers incroyable. Puis, le conseil municipal, c'est vraiment donné comme orientation de prioriser l'habitation. Donc, il y a 2 membres qui sont là du conseil municipal aujourd'hui. J'en remercie. Donc, au niveau de l'habitation, on travaille, oui, beaucoup le hors marché. On a mis de l'argent de côté au niveau de la ville, autant pour l'acquisition de terrain. Et cette année, dans notre PT, on est venu mettre également 5 millions pour des projets de logements abordables et sociaux également. Donc, s'il y a un projet qui pop-up qu'on n'était pas au courant, on a la flexibilité de venir dire, écoutez, on a l'argent pour venir développer. On peut se dire chanceux d'une certaine manière dans les 2 appels de projets du PHAQ de Québec. On a eu un projet à chaque année. Donc, il y en a un qui est en train de se terminer, un 90 logements, qui a été géré, oui, par l'OMH. Mais en fait, ce qui est bien là-dedans, c'est que dans ce 90 logements-là, près de la moitié va avoir des PSL, donc ça sera des logements sociaux. Donc, même s'il n'y a plus de logements sociaux, on va avoir quand même la moitié qui va être du logement social, l'autre moitié abordable, donc qui devrait être prêt cet automne. Il est en finalité, là. Il est en train d'être construit. Nous, c'est ça, comme j'ai mentionné, il y a près de 300 logements au final en 2 ans qui vont être construits abordables, sociaux, dans le secteur du centre-ville de Granby. Donc, au niveau de la densification, c'est ce qu'on souhaitait. Donc, on travaille énormément. Dans notre politique habitation qui va être disponible en septembre prochain, on vient aussi se doter de cibles. Combien on veut de logements abordables? Combien on veut de logements qui sortent de terre à chaque année, parce qu'il faut quand même une mixité de logements également. Donc, ça, on va venir se doter de cibles pour y arriver, pour avoir un équilibre du marché. Puis, au niveau des coops, effectivement, vous dites qu'on n'a pas beaucoup. On en a 2 existantes à Granby. Il y en a une 3e qui travaille un projet, mais qui n'est pas encore à terme. Et notre 2e projet de PHAQ, c'est une nouvelle coop que la Ville a dit, bien, parfait, go, on vous appuie, qui va lever de terre un projet. On sait qu'il y a d'autres projets. Donc, nous, on est super ouvert avec les OSBL d'habitation. Puis on est en train de se pencher aussi également. Est-ce que, comme municipalité, on va aller jusqu'à également créer un OSBL d'habitation comme ça se fait à Drummondville ou dans d'autres municipalités pour venir aider à gérer le tout. Donc, sensiblement, c'est ça. Mais oui, c'est une priorité, on y croit, puis on met réellement de l'avant ça. C'est peut-être juste vous dire, là, au niveau de nos logements sociaux dans notre OMH, il y a au-dessus de 600 personnes sur la liste d'attente. On parlait d'itinérance tantôt. L'an passé, je rencontrais des gens qui étaient dans la rue, qui avaient perdu des logements. Donc, c'est pas des gens qui se ramassent dans la rue pour différentes raisons. C'est des gens qui se sont ramassés dans la rue à cause d'une perte de logement. Ils allaient travailler quand même. Donc, il y a des situations. Je vois que Christine est là, est venue il y a quelques semaines à Granby parce qu'on a des situations de rénoviction. Également, ça commence à arriver. Je pense que c'est beaucoup plus intense peut-être dans vos secteurs. La rénoviction, là, très agressive et très... Donc, on travaille aussi également là-dessus à voir comment on peut tenter d'aider ces gens-là qui sont victimes de rénoviction et qu'est-ce que nous, on peut faire comme municipalité malgré qu'on a peu de pouvoir. Donc, voilà. Bien, je rebondis là-dessus. Entre autres, la protection du parc existant. Madame Fournier, en 2023, vous avez lancé votre stratégie d'habitation qui vise un seuil à terme de 20 de logements hors marché, sans but lucratif. C'est un engagement qui a réjoui beaucoup de partenaires du milieu communautaire, du milieu du logement social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes arrivé au chiffre de 20 de logements hors marché comme objectif à Longueuil? Effectivement, 20 de logements à but non lucratif, puis je dirais dans un marché transformé. Parce que le terme hors marché peut être contesté, de dire, je pense que c'est le nouveau marché qu'on doit créer, en fait, puis sur lequel on doit miser. Donc, pourquoi le 20 En fait, c'est selon la littérature, c'est ce qui est admis lorsqu'on pense aussi à la proportion de ménages qui ne sont pas capables de trouver un logement qui correspond à leurs besoins, que ce soit un logement qui est trop petit, qui est insalubre. On trouve le chiffre là, de 20 C'est un chiffre également qui est admis par la défenseure fédérale du logement. Puis on sait également que c'est en venant agir sur le 20
disons, le plus abordable, qu'on réussit aussi à avoir un effet domino sur le marché de l'habitation en général. Parce qu'on parle beaucoup d'augmenter la construction, augmenter l'offre, bien sûr, mais il faut surtout s'attarder au logement à but non lucratif pour venir agir sur ce fameux premier quintile du 20 %. Puis c'est comme ça même qu'on va venir diminuer la pression sur le marché spéculatif, le marché privé, et qu'on va même pouvoir avoir un effet là, sur l'ensemble des gammes en habitation. Donc, c'est pourquoi on a visé le 20 % dans notre stratégie d'habitation. Puis oui, ça passe par la construction, mais ça passe également par de l'acquisition. Puis la Ville, à la suite de notre stratégie d'habitation, va dégager des ressources, notamment une équipe qui va pouvoir cibler des quartiers à risque de spéculation, mettre en relation également nos OSBL d'habitation avec certains promoteurs privés qui souhaitent vendre une partie de leur parc locatif. Puis on voit que ça, en tout cas, que ça génère de l'intérêt parce qu'on s'est fait contacter par plusieurs promoteurs privés jusqu'à maintenant qui disent « Écoutez, moi, j'ai 200 logements que j'aimerais vendre, puis je suis intéressée à vendre à un OSBL. » Donc, on va venir vraiment faire un accompagnement personnalisé, autant à nos projets de construction de logements sociaux et communautaires. C'est déjà ce qu'on fait depuis plusieurs mois pour s'assurer qu'ils débloquent, qu'on puisse avoir les fonds dans les programmes gouvernementaux mis à notre disposition, mais aussi qu'on puisse créer ce maillage-là entre des privés et du communautaire, et bien sûr qu'on puisse participer financièrement à la complétion des montages financiers chez nous. C'est sûr que c'est également une priorité en termes de fonds et de budget. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des relations, là vous nous parlez pour le développement, mais les relations au quotidien avec les OSBL existants, avec les propriétaires sans but lucratif de parcs existants, puis la municipalité, la relation, comment vous travaillez ensemble, comment vous collaborez avec ces OSBL-là? C'est sûr qu'on a la chance de pouvoir compter sur notre office d'habitation de Longueuil et par ces relations-là, on a un contact très, très serré, très actif. Puis s'il y a des besoins, notre équipe est vraiment disponible et on travaille avec eux littéralement au quotidien. Merci beaucoup. Monsieur Guertin, comme vous le disiez, vous êtes président de l'OSBL d'habitation de Saint-Hilaire. On veut parler d'une relation étroite. Vous travaillez sur votre politique d'habitation et d'abordabilité. Quelle place vous voyez pour les OSBL d'habitation à Saint-Hilaire pour venir répondre aux besoins d'habitation de vos citoyens dans le futur? Alors, notre plan d'habitation et d'abordabilité va en fait faire de la contribution des OSBL d'habitation, en fait, le nœud central ou le cœur de notre plan. Essentiellement, nous, ce qu'on veut, c'est favoriser l'abordabilité pérenne. Et puis, pour nous, bien, on a fait notre camp. En fait, c'est d'aider les OSBL ou les coopératives de logement. Ça va être vraiment ça notre leitmotiv, notamment si on parle spécifiquement de la relation avec les acteurs à but non lucratif du logement. Puis à cet égard-là, bien, j'en profite pour dire que nous sommes bénéficiaires des services de la FROM qui nous aident notamment avec notre OSBL parce que parfois, quand ça va bien, puis que nos locataires sont heureux, il y a peut-être certaines pratiques de gouvernance qui peuvent s'effriter dans le temps. Puis la FROM est là pour nous rappeler certaines bonnes pratiques de gouvernance, puis surtout redynamiser c'est ça, la gouvernance de notre OSBL. Donc, on en est bien heureux. Puis bien, c'est ça. Alors, pour nous, c'est vraiment de comment on va faire pour faciliter l'abordabilité pérenne. Puis pour nous, les OBNL, bien, sont des acteurs de choix. Il y a plein d'autres actions dans notre plan d'habitation, notamment de maintenir le parc locatif en place et ainsi de suite, avec des actions qui vont être beaucoup plus réglementaires, là, pour lesquelles on détient les principaux leviers, mais essentiellement pour le développement. Pour nous, c'est primordial que des acteurs qui connaissent déjà l'écosystème de l'habitation, qui connaissent déjà les programmes, qui connaissent bien les clientèles, bien, soient les acteurs de premier plan. Puis nous, bien, on va être là en support. Merci beaucoup. Maintenant, une question à vous trois, puis vous pourrez chacun y répondre, chacun votre tour. Là, durant la pandémie, on a pris conscience de l'importance des travailleuses dans nos épiceries, nos pharmacies, nos commerces de proximité. C'est majoritairement des femmes adultes qui sont souvent chefs de ménage, là, qui peinent vraiment à se loger. Le revenu disponible des ménages dans vos municipalités, dans vos communautés, diminue. Même ceux des propriétaires, là, étant donné la spéculation, ça a amené une augmentation des taux d'intérêt également qui appauvrit beaucoup de gens. Comment ça affecte
vos communautés, vos commerces locaux, l'économie locale, l'incapacité de trouver du personnel dans certains quartiers pour répondre aux besoins de base de la population, la baisse de revenus disponibles des ménages de votre communauté pour stimuler votre économie locale. Comment vous voyez ça? Bien, nous, on a vu une augmentation majeure de l'utilisation de services de notre banque alimentaire. Donc, des gens beaucoup plus vulnérables, des gens beaucoup plus fragiles. Donc, c'est certain que suite à tout ça, on a vu un enjeu. On a un enjeu également avec, comme vous dites, au niveau de l'économie, notre parc industriel qui ont besoin d'attirer des travailleurs, qu'il n'y a pas de logement également. Puis, tu sais, des fois, c'est pas toujours des emplois qui peuvent permettre de se payer des loyers à 2000 $. Donc, il y a aussi cet enjeu-là. C'est pour ça qu'on travaille également sur l'abordabilité. Mais on est conscient que les écarts de richesse sont en train de se créer dans nos municipalités. En tout cas, chez nous, on l'entend, j'imagine, aussi chez vous. Et je pense qu'il faut être aux aguets. Puis, tu sais, c'est le message aussi qu'on envoie au gouvernement qu'il faut aussi venir aider nos personnes plus vulnérables pour pas qu'ils se ramassent dans des situations. Il faut travailler beaucoup en prévention avant qu'ils se ramassent dans des situations encore plus précaires qui sont présentement là. C'est effectivement une situation qui se répercute partout au Québec. Les organismes d'aide alimentaire ont des listes qui ne finissent plus de s'allonger. Puis en fait, il y a une étude de Centraide qui mentionnait que les coûts sociaux associés justement à la crise en habitation, ça dépassait 3,5 milliards de dollars. Donc comme quoi, il y a des répercussions aussi financières pour les gouvernements de cette crise de l'habitation qui s'accentue pour tous les autres services sociaux qui sont nécessaires des suites de l'amenuisement des ressources pour subvenir à ces besoins de base. Bien, nous, on observe des phénomènes similaires, mais je vais mettre l'accent sur une réalité particulière qu'on vit à Mont-Saint-Hilaire. C'est un vieillissement accéléré de la population. Okay. Ça vient avec peut-être le coût du logement, c'est-à-dire qu'il y a des ménages qui se procurent une habitation, mais finalement, on remarque qu'on a une courbe démographique qui est un peu particulière. Plutôt que d'avoir un dromadaire, nous, on a un chameau. Alors, les gens ne peuvent pas, à la fin de leurs études, vivre à Mont-Saint-Hilaire, s'expatrient, reviennent quand ils ont un pouvoir économique un peu plus grand, mais ils veulent rester à Mont-Saint-Hilaire et vieillir dans leur ville, puis ils ne peuvent pas. Alors, on a toutes sortes... je pourrais reprendre les mêmes exemples, mais nous, des commerces qui ferment beaucoup plus tôt parce qu'il n'y a pas de personnel pour offrir des services, puis une population vieillissante qui, elle, a besoin de beaucoup de services, mais n'a pas nécessairement une main-d'œuvre qui est disponible, ce qui ajoute sur le stress des banques alimentaires, certes, mais aussi de toute l'offre de services de maintien à domicile. Puis même si on a des résidences pour personnes âgées, puis on a même des résidences pour personnes âgées abordables ou dans une dynamique de logement social, bien on remarque que les besoins sont grandissants. Alors, l'habitation, c'est un écosystème. Hein. Peut-être une déformation professionnelle, je ramène tout à une pensée écosystémique, mais ça fait partie d'un tout. Alors, quand on n'a pas de gens qui peuvent se loger pour travailler et offrir certains services, bien, ça a des répercussions des fois qui sont assez inusitées ailleurs. Puis, bien, une communauté, c'est ça. Hein? Il faut être solidaire, il faut se tenir. Puis, je pense que de loger notre monde, et tout notre monde, même les gens qui ont peut-être été moins chanceux dans la vie puis qui commencent déjà avec certaines difficultés d'un point de vue scolaire, académique ou professionnel, bien, c'est important. Finalement, il faut toute une communauté pour se tenir puis s'assurer d'avoir un bien-être qui est partagé. Bien, je continuerai dans le domaine économique. Plusieurs maires ont pris des positions pour une augmentation du logement hors marché, sans but lucratif. Comment les gens d'affaires, les chambres de commerce reçoivent ces positions-là? Parce que dans le milieu communautaire, il y a 10 ans, quand on parlait de développement de logements hors marché, on faisait face à beaucoup de préjugés de la part des gens d'affaires, même certaines positions de la Fédération des chambres de commerce qui applaudissaient la réduction de financement dans le développement de logements sociaux il y a une dizaine d'années. Donc, comment ils vous interpellent sur cet enjeu-là du logement par rapport au fait que vous prenez position pour une augmentation du logement hors marché?
Bien, chez nous, on a un appui, ça va très bien parce que, dans le fond, on vient répondre aussi à leurs besoins de main-d'œuvre en créant du logement hors marché. Donc, on ne sent pas qu'on est... on sent que les chambres de commerce, le monde des affaires sont quand même avec nous. Puis, au niveau des promoteurs immobiliers privés, bien, ils ont aussi leur créneau de développement, puis on continue à travailler, à s'assurer d'une mixité. Donc, pour chez nous, somme toute, ça va, on sent l'appui, puis même on a de la pression du milieu économique pour développer encore plus de logements abordables. Voilà. Chez nous, à Longueuil, puis je pense même à l'échelle de la région métropolitaine, on a réussi, en fait, à convaincre, je crois, les promoteurs privés, même que notre stratégie allait dans le bon sens, puis pouvait aussi être gagnante pour eux, non seulement pour les retombées économiques dont parle Julie, mais aussi avec la mise en avant d'une proposition pour élargir le zonage incitatif, qui est d'ailleurs en discussion en ce moment dans le cadre de l'étude du projet de loi 57 à Québec. Donc, l'idée derrière ça, c'est de pouvoir permettre une compensation financière de la part des promoteurs privés qui serait destinée à un fonds pour le logement à but non lucratif lorsqu'on a une bonification du zonage. Donc, dans ce scénario-là, un promoteur privé, il gagne parce que son montage financier est plus intéressant, étant donné qu'il a droit à un zonage plus flexible. Et la municipalité aussi y gagne puisqu'elle obtient une contribution financière qui n'est pas de la part des contribuables, qui n'est pas de la part des gouvernements, mais qui est vraiment financée par le privé et qui peut être réinvestie pour la construction ou l'acquisition de logements à but non lucratif. Donc, c'est un scénario où tout le monde est gagnant. Puis, de voir qu'autant les partenaires communautaires que les partenaires privés soient d'accord avec une telle idée, c'est quand même assez rare de rallier tout le monde autour d'une proposition commune. Puis donc, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel derrière ce mécanisme-là. M. Guertin, le logement social comme moteur de développement économique ou hors marché, est-ce que vous entendez parler de ça? En fait, moi, je voulais juste dire que, en fait, on n'entend plus parler de résistance d'acteurs économiques à l'égard du logement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, peut-être que je partagerai un rêve avec vous qui deviendra vision. Je rêve peut-être un peu à Vienne, hein, vous savez, où les acteurs économiques sont devenus des acteurs importants dans le développement du logement. En ce moment, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de résistance. On a de l'appui moral, mais j'ai hâte de voir un engagement, une prise en charge, parce qu'ils vont en bénéficier aussi. Mais à ce moment donné-ci, restons sur les bonnes nouvelles, c'est-à-dire on a définitivement une reconnaissance des besoins, puis un appui moral. J'aimerais vous amener maintenant sur la question des taxes municipales pour les OSBL. Je sais que les municipalités, vous avez des immenses défis, entre autres des retards d'investissement importants en infrastructure, mais les OSBL d'habitation sont développés pour rester toujours des immeubles hors marché, pour jamais être vendus. Par contre, on leur donne une valeur foncière qui est liée au marché spéculatif. Donc, nous, nos loyers sont beaucoup moins chers que les promoteurs spéculatifs, mais on est taxé dans les mêmes taux. Donc, puis on a pris position, le mouvement, pour avoir un taux différencié. Là, la loi 39, c'est pas très clair si elle va vous permettre de le faire. Mais vous, comment vous voyez ça, cette idée d'avoir un taux différencié de taxation pour les OSBL d'habitation, avec tous les défis auxquels vous faites face également? Bien, tu as juste mentionné, nous, pour les OSBL d'habitation d'urgence, là, donc ceux qui sont membres de votre groupement, en fond, on leur rembourse les taxes municipales. Donc, étant donné que c'est des OBNL, des organismes communautaires qui sont propriétaires d'immeubles, donc un remboursement de taxes municipales qui est fait. Pour les OSBL d'habitation, bien, c'est sûr qu'on vient quand même, pendant des fois plusieurs années, faire des crédits de taxes également, qui est une forme de levier d'investissement. Puis, on va suivre si le gouvernement nous permet de mettre en place des taux différenciés, mais à ma connaissance, pour le moment, c'est pas possible. Voilà. Effectivement, j'ai la même lecture que Julie. Pour l'instant, les crédits de taxes sont permis. Puis, évidemment, on est dans une drôle de situation, comme tu l'as mentionné, Martin, les villes, dans une mauvaise posture, en fait, où notre presque seule source de financement, c'est la taxe foncière. C'est différent entre chaque municipalité. À Longueuil, c'est plus de 86 % du foncier qui est la base du financement de la ville. Donc, ça devient très difficile. Puis, il y a aussi le fait que si, par exemple,
On a un crédit de taxe à long terme, parce qu'effectivement, on en donne souvent pour les premières années de démarrage d'un projet. Mais à long terme, il y a des études qui montrent que ce choix-là fait en sorte qu'on doit monter, par exemple, le taux de taxation sur les logements privés, puis ce qui crée donc une augmentation, une pression à la hausse aussi sur ces loyers. Fait, il faut faire attention, il faut garder un équilibre pour ne pas créer quand même une trop grande disparité. Puis je pense qu'on doit avoir ce souci-là. Mais le taux différencié, je pense que c'est une avenue qu'on doit continuer de pousser. Puis tantôt, je parlais de zonage incitatif. Bien, c'est sûr que la logique qui serait derrière ça serait de permettre aux OSBL d'habitation d'avoir accès au zonage incitatif sans avoir à payer la compensation financière. Fait que ça vient un petit peu à atteindre le principe d'avoir une différenciation entre l'approche foncière pour les OBNL d'habitation et les projets privés. Monsieur Guertin, vous êtes président d'un OSBL. Comment vous voyez ça, un taux différencié? Alors, si on avait un peu plus de temps, je pourrais vous expliquer comment toute la fiscalité municipale, c'est une patente bien compliquée. Mais pour faire très brièvement, nous, on fait partie de la CMM. Hein, puis, pour le logement social conventionné, il y a toutes sortes de mécanismes où on a tenté de faire de la répartition de la charge via la CMM. Encore là, assez compliqué. Ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que pour mettre de l'avant des initiatives, on doit, dans le fond, comme faire des systèmes parallèles parce qu'on nous impose un carcan qu'on appelle la fiscalité municipale qui vient du gouvernement provincial. Puis pour faire arriver les choses, parce que nous, on est un gouvernement de proximité, mais on aménage des trucs en parallèle de ce qui nous est permis, soit sous la forme de remboursement, de subventions et ainsi de suite. C'est bien compliqué, toutes ces affaires-là. Mais juste pour illustrer le propos, bien, à Saint-Hilaire, on a presque 25 % de notre territoire qui est en conservation et donc qui fait l'objet déjà de mesures fiscales particulières puis qui ne rapportent pas énormément. On est vraiment des créatures dépendantes du foncier. Alors, quand on joue dans le foncier, c'est un jeu là, d'équilibre qui devient de plus en plus précaire. Et donc, il faut continuer à travailler ensemble dans cet écosystème-là, mais aussi d'un point de vue fiscal. C'est une grosse affaire. Si je peux ajouter aussi, les municipalités sont appelées à contribuer financièrement de façon encore plus importante maintenant dans les nouveaux programmes gouvernementaux, notamment le FAC par rapport à Accès Logis. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça accroît nécessairement la pression financière sur les villes. Merci beaucoup. Donc, en terminant, dernière question pour vous trois. La mairesse de Sherbrooke, Mme Évelyne Baudin, a annoncé la semaine dernière qu'elle ne va pas se représenter en 2026, entre autres face au manque de soutien de Québec et d'Ottawa pour répondre à différentes crises sociales, environnementales, dont la crise du logement. On rêve, là. Si on était, vous étiez à la tête d'une cité-État où vous aviez plus de pouvoir pour agir sur la crise du logement, qu'est-ce que vous feriez que vous ne pouvez pas faire en ce moment à titre de maire d'une municipalité? Bien, j'augmenterais le financement. Je m'assurerais d'avoir des programmes plus flexibles et de répondre plus rapidement aux demandes, parce que lorsqu'on dépose, par exemple, au PHAQ ou lorsqu'il y a des coops, on l'a vu même dans les logements sociaux, ça prend des années avant de se réaliser, puis on sait que le besoin est là, donc augmentation du financement, flexibilité des programmes et rapidité d'action. Merci. Révision complète de la fiscalité municipale. Et si on me permet de rêver, parce que là, tu me donnes les clés du gouvernement, bien, en fait, une refonte totale, en fait, réécrire la Constitution canadienne. Parce que, ou même, sans départir, si vous voulez, mon avis. Je pensais que vous m'auriez dit une Constitution québécoise, mais c'est parce que, sérieusement, les villes sont des créatures des provinces, puis c'est inscrit dans la Constitution canadienne, puis il n'y a pas de répartition claire des responsabilités, bien, ça devient le rôle de Québec de nous cibler des responsabilités. Mais vous savez, dans les organisations, quand les rôles et responsabilités ne sont pas clairs, c'est là qu'il y a des problèmes. Bien, on voit la même chose au plan des gouvernements. L'habitation, c'est partagé, fédéral, Québec, les villes. On ne sait pas trop quel est le rôle de chacun des paliers de gouvernement. On n'a pas nécessairement les moyens associés. On n'a pas des pouvoirs
de taxation autre que le foncier, alors que dans la plupart des États du monde, tantôt on parlait de Vienne. Vienne est effectivement une cité-État qui a le pouvoir d'imposer, par exemple, des taxes à la consommation qui vont être par la suite investies dans le logement, dans l'habitation. Au Québec, les municipalités ont les mains liées de façon beaucoup plus forte que la grande majorité des municipalités dans le monde quand vient le temps de penser à l'habitation. Voilà, tu me permets de rêver? Oui, il faut rêver. Let's go. Les utopies d'hier sont les réalités d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il semblerait qu'un rêve partagé, ça devient une vision. Moi, mon rêve, c'est presque, ça relève du miracle, là. Donc, j'ai pensé à ma Sainte Trinité. Moi aussi, la collaboration avec les OBNL. Oui, le financement. Puis, bien, je remets mon chapeau d'ORH, d'Office régional d'habitation, moderniser la loi sur la Société d'habitation du Québec. C'est peut-être un petit rêve pragmatique, mais vous savez, j'ai de la difficulté à assumer ma posture de simple mandataire, puis il me semble qu'être maître à bord, ça aide. Donc c'est ça. C'était mes trois suggestions, mes trois rêves. Bien, merci beaucoup. On reste 5 minutes pour des questions, des interventions du public. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions, des interventions? Joanne, ancienne mairesse. Bon, Monsieur Guertin, alors la plupart de nos OSBL sont situés dans des plus petites municipalités. La plupart sont en zonage agricole. Vous parliez de 25 je connais des municipalités qui sont à 93 en zone agricole. Donc, vous comprendrez que les finances, il y en arrachent. Avec la loi 93, vous avez parlé 39, je m'excuse, vous avez parlé tout à l'heure, on parlait surtout de taxes. Maintenant, dans la loi comme telle, ça spécifie que ça peut être de toute autre sorte d'aide, que ce soit des échanges de services, peu importe. J'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait être fait dans les OSBL qui sont existants, parce qu'on parlait de pérennité tout à l'heure, puis c'est un gros défi pour nous, là. Je vais vous décrire un peu notre zonage, juste pour qu'on se comprenne bien. 48 de notre territoire est agricole. Donc, on a 52 de notre territoire qui est, disons, de périmètre urbain. Et nous, les aires protégées qu'on a à Mont-Saint-Hilaire sont dans notre périmètre urbain. Ce qui fait que notre assiette foncière, là, ça représente un petit 30%-ish là-dedans, là. Donc, on se retrouve dans une situation particulière. J'ai le goût de vous dire que PL 39 ou la loi 39, ça a été une façon élégante de prendre le singe des épaules du provincial puis de nous le déposer un peu sur nos épaules à nous. Parce que dès qu'on déploie des mesures, c'est qu'on le fait en faisant un arbitrage, en enlevant, en déshabillant Pierre pour habiller Paul, là. Et essentiellement, il n'y a pas énormément de moyens là-dedans. En tout cas, il y a des moyens où on doit porter l'odieux de soit taxer davantage ou de taxer moins. En ce moment, notre posture, petite ville, je reviens, je suis accompagné de 2 grandes dames, mais c'est de regarder un peu comment ces mesures-là sont testées par des plus grandes villes. On est vraiment en mode apprentissage. J'ai oublié de dire, parce que nous, on a collaboré dans notre MRC avec des OSBL d'habitation et autres, on a formé une communauté d'apprentissage où OBNL et Ville, on se réunit puis on se dit les vraies affaires. Puis, je vais vous dire, la vraie affaire, c'est bien sur papier, mais la mise en œuvre, pour nous, souvent, ça interpelle beaucoup nos administrations. Puis, on est en mode apprentissage, un peu abasourdi. On regarde tout ça, on veut aller de l'avant, mais on y va un peu à tâtons. Donc, c'est ça. Alors, la réponse très claire à votre question, c'est que nous, on a décidé de se mettre en apprentissage, puis de se réunir entre municipalités, les plus grandes aidant les plus petites, puis les plus grandes regardant les beaucoup plus grandes, en gros. Est-ce qu'il y aurait possibilité peut-être de penser à partager des services comme le déneigement? Il y a plusieurs municipalités qui ont leur propre équipe de déneigement. Alors, nous, on doit engager dans le privé. La même chose pour l'entretien des terrains. Parce que je me disais, c'est peut-être une autre façon de venir en aide qui n'est pas nécessairement une réduction au niveau du taux de taxation ou... Bien, oui, on regarde ça.
Alors là, j'entends la voix de mes professionnels aux travaux publics qui me disent déneiger une rue puis déneiger un stationnement, c'est pas la même affaire. Puis souvent, j'entends mes responsables des immeubles dire on passe tout le temps après les rues, donc on a déjà. Oui, il y a certainement ce genre de regroupements-là qui peuvent être faits. C'est pour ça, notamment, nous, que, à la demande de la SHQ, on a regroupé tous nos offices d'habitation de nos plus petites villes pour en faire un ORH dans lequel il y a aussi des services offerts à un OBNL d'habitation. On est dans cette logique-là, des fois un peu induite par le gouvernement du Québec, des fois aussi parce que c'est juste du gros bon sens. Puis, à tâtons, hein, c'est une des responsabilités des villes, donc souvent, c'est à petits pas. Merci. On pourrait prendre une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait... Je vois pas... Ah, bonjour. On vous écoute. Je vais revenir. Merci. Oui, bonjour. Mon nom est Jean Degrenier avec l'organisme Coloris à Richelieu. C'est pas la première fois que je viens dans que j'entends des conférenciers. Disons que un des points qu'on s'aperçoit, c'est que les villes de grande envergure sont très bien organisées. Moi, je vous écoute ce matin, je m'aperçois que vous êtes dans vos municipalités des locomotives, qui fait que finalement, si vous tirez le train, vous faites en sorte qu'il y ait de l'engouement, qu'il y a de l'organisation, puis qu'il y ait de l'intérêt envers les organismes, envers le logement. Par contre, dans les plus petites municipalités, dans les plus petites MRC, on ne sent pas la même chose. Moi, je crois que si on prend un peu l'exemple de chez nous, on a un maire qui travaille, qui est pas maire à plein temps, là, parce qu'on est une petite municipalité, mais qui travaille à plein temps, qui met beaucoup d'heures sur son travail, qui est maire par la suite, et ainsi de suite. Et puis, l'engouement n'existe pas vraiment. J'ai comme l'impression que les villes doivent être des partenaires majeurs avec les organismes de développement. Bien, dans les plus petites municipalités, on ne sent pas ça. Il y a un manque d'organisation, il y a un manque d'intérêt, un manque de formation probablement. Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce que quelque chose peut être fait au niveau des petites municipalités, des petites MRC, pour peut-être avoir de l'organisation? J'ai l'impression que chacun est dans son coin et puis ne sait peut-être pas quoi faire pour aider les organismes. Merci. Merci à vous. Puis vous pointez une réalité tout à fait pertinente. Et c'est effectivement un constat très bancal, dans le sens où c'est bien normal qu'une ville comme Longueuil, 262 000 habitants, ait un département de l'aménagement et de l'urbanisme bien garni. On a plus de 3 000 employés à la ville de Longueuil dans les compétences locales et d'agglomération. Donc, c'est pas la même réalité que des plus petites municipalités, ou en fait, la plupart des municipalités au Québec, Marc-André le disait, 1107 villes à travers villes et villages à travers le Québec, où il y a bien souvent qu'une seule personne qui travaille pour la ville en sus du conseil municipal, qui est à temps plus que partiel. Donc, il y a un directeur général ou une directrice générale. C'est évident qu'on ne peut pas penser à des solutions innovantes pour le logement comme on peut le faire dans des plus grandes villes. Donc, je crois que ce pourquoi on peut être rassuré, c'est grâce à la solidarité actuelle du monde municipal. Il y a quand même une tangente qui s'est amorcée en 2017, qui s'est accentuée en 2021, puis on l'a bien vu dans les dernières années, où le monde municipal partage les meilleures pratiques, se rassemble, réfléchit justement à des solutions en dehors du cadre existant et est vraiment dans une logique de partage. Puis Martin le disait en me présentant tout à l'heure, à l'été 2022, Laval et Longueuil ont co-organisé un sommet de l'habitation qui a été, en fait, le premier événement qui a comme rassemblé tous les acteurs du milieu de l'habitation. Heureusement, il y en a eu plusieurs depuis. Là, on voit que on est en ébullition, puis tant mieux parce que c'est la crise la plus importante avec la crise climatique à laquelle on fait face actuellement. Puis bon, les deux sont un petit peu liés, on aurait pu en parler aussi. Ceci étant dit, à l'issue du sommet de l'habitation, un de nos objectifs à Stéphane Boyer et moi, c'était de dire comment est-ce qu'on outille les plus petites municipalités, parce qu'on s'est engagé, les 10 grandes villes, à mettre en place des projets pilotes innovants. Mais un de nos engagements, c'était aussi de bâtir une communauté de pratique
qui a été amorcé à même l'Union des municipalités du Québec et qui pourra faire des liens avec la Fédération québécoise des municipalités aussi. Là, on commence, c'est une première étape, puis on verra comment ça peut se déployer dans le temps. Mais donc, c'est plein de professionnels de l'habitation, des villes de moyenne et grande taille qui se réunissent pour mettre en commun ce qu'on fait d'innovant, chacun de notre côté dans nos villes, donc partager ces meilleures pratiques-là. Et l'objectif, c'est de pouvoir offrir ce soutien-là aux plus petites municipalités, un peu comme un clé en main. Évidemment, toutes nos réalités sont différentes, mais que si on part de rien pour bâtir un règlement, mais peut-être qu'on le fera jamais, mais si on peut s'inspirer du règlement de la ville de Longueuil, de la ville de Granby, de la ville de Mont-Saint-Hilaire, puis l'adapter à notre réalité, mais déjà avoir comme un format prêt à partir, bien, ça va vraiment aider les petites municipalités qui ont moins de moyens. Donc, c'est sûr que ça va se faire sur plusieurs années, mais je pense que cette mobilisation-là qui est déjà en cours est quand même porteuse d'espoir pour les plus petits milieux. Est-ce que je peux me permettre un petit complément? Pour nous, ça a toujours été important, la solidarité régionale. Donc, de pas juste penser notre ville, mais de penser notre ville dans notre région. Donc, par cohérence, quand j'ai abouti à la MRC, mais j'ai pris le chapeau de l'ORH, j'ai pris le chapeau de l'habitation. Mais c'était aussi un engagement. Moi, j'habite ma ville depuis plus de 35 ans. Je vois le paysage municipal, puis ben, c'est ce qui nous mène jusqu'à un engagement politique. Alors, j'ai le goût de vous dire que oui, il faut de la solidarité, oui, il faut plus de logements, mais il faut peut-être reconnaître que l'habitation, c'est une question politique. Et donc, il va falloir exiger que ça soit une question dont on va débattre aux prochaines élections encore davantage. Encore là, par souci de cohérence, nous, bien, on s'était engagé à écrire une politique d'habitation, puis lors des dernières élections, les gens nous disaient « Vraiment? » Oui, vraiment. Puis là, ben, vraiment, tout le monde le voit. Mais il faut être branché sur notre milieu, mais il faut aussi reconnaître que ce sont des questions politiques, puis il faut s'engager politiquement pour faire améliorer les choses. Donc, l'habitation, ce n'est pas qu'une question technique, c'est pas juste une question de cœur, c'est une question politique. Bien, merci beaucoup à vous trois de votre temps. Un immense merci de votre disponibilité. Donc, juste avant de vous libérer, juste annoncer la pause de 15 minutes. Je vais vous demander d'être discipliné parce qu'on a beaucoup de trucs qui suivent après la pause. Entre autres, on va parler de c'est quoi les interventions de Québec et du Canada dans les 10 dernières années. C'est le financement qu'ils ont accordé au développement du logement hors marché, social, coopératif. Et on aura 3 présentations de projets inspirants. Donc, on se revoit dans 15 minutes, pas plus. Un immense merci. Merci. Je demanderai aux membres du CA puis à l'équipe de venir pour une photo, s'il vous plaît. Christine, tu vas venir? Oui, par moi.